Chapitre 1. La façade familiale parfaite. David Finlay se tenait aux fenêtres du plafond de son cabinet d'avocat du centre-ville, en Floride. Il scrutait la ville avec le regard calculateur d'un homme qui avait bâti sa réputation sur son invincibilité. À 38 ans, il était l'un des avocats pénalistes les plus redoutés de l'État. Connu pour ses tactiques impitoyables et son dévouement indéfectible à protéger ses clients, aussi coupable soit-il, David avait grandi dans une famille ouvrière où son père, inspecteur de police, lui avait appris que le monde était divisé entre prédateurs et proies. Ne laisse jamais personne voir la faiblesse, mon fils. Son père avait toujours dit, dès que tu fais preuve de clémence, ils te détruisent. Ces leçons avaient été précieuses pour David dans sa carrière juridique, où il avait appris à exploiter chaque faille, à manipuler chaque témoin et à écraser chaque adversaire qui se dressait entre lui et la victoire. Son mariage avec Christine Walls semblait être le parfait complément à sa réussite. Christine était belle, sophistiquée et issue d'une famille aisée qui avait fourni à David des relations précieuses. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité où Christine travaillait comme coordinatrice d'événements. Son charme et ses qualités sociales faisaient d'elle l'épouse idéale pour un avocat ambitieux. Leur fille Emma avait été la dernière pierre de leur vie apparemment parfaite. À 6 ans, elle était brillante, curieuse et totalement dévouée à son père. La relation de David avec Emma était l'un des rares aspects de sa vie où il baissait complètement la garde. Il l'adorait inconditionnellement, et elle représentait la pureté et la bonté dans son monde par ailleurs cynique. Mais l'instinct aiguisé de David, aiguisé par des années d'analyse des opinions au tribunal, avait commencé à déceler des changements subtils dans sa dynamique familiale. Christine s'était distante ces derniers mois, trouvant des excuses pour éviter les activités familiales et passant de plus en plus de temps à travailler tard sur des événements qui ne semblaient pas nécessiter sa présence prolongée. Plus troublant était le comportement de la mère de Christine, Diane Mann, une femme autoritaire d'une 60aine d'années qui n'avait jamais approuvé l'origine bourgeoise de David. Diane avait fait des commentaires inhabituels sur l'éducation d'Emma, suggérant que l'enfant avait besoin d'une discipline appropriée et que David était un père trop permissif. Cette fille est en train de devenir gâtée, avait déclaré Diane lors de leur dernier dîner de famille. Elle doit apprendre à respecter l'autorité avant qu'il ne soit trop tard. À mon époque, les enfants qui se comportaient mal encouraient de lourdes conséquences. David avait balayé ces commentaires comme des plaintes de grand-mère classiques, mais quelque chose dans le ton de Diane avait déclenché l'alarme. Ces années de contre-interrogatoire de témoins hostiles lui avaient appris à reconnaître quand quelqu'un dissimulait ses véritables motivations. La première preuve concrète des problèmes est apparue lorsque David a découvert que Christine effectuait des retraits inexpliqués de leur compte d'épargne commun. Lorsqu'il l'a confrontée à ce sujet, elle a prétendu que l'argent était destiné à des cadeaux d'anniversaire surprise et à des dons caritatifs, mais ses explications étaient vagues et incohérentes. L'instinct d'enquêteur de David s'est réveillé et il a engagé un détective privé, Eric Booth, un ancien inspecteur de police spécialisé dans la surveillance domestique. Le rapport initial d'Eric a confirmé les soupçons de David. Christine entretenait une liaison avec Clayton Lindsay, un promoteur immobilier connu pour ses pratiques commerciales prédatrices et son train de vie dispendieux. Clayton Lindsay était tout ce que David méprisait. Un enfant de fonds fiduciaire qui avait hérité de l'empire immobilier de son père et l'avait utilisé. Sa fortune lui permettait de manipuler et de corrompre son entourage. Il était marié à une personnalité mondaine nommée Bethany Skinner, mais sa réputation d'infidélité était bien connue dans leur entourage. Leur liaison durait depuis 6 mois, Christine et Clayton se rencontraient dans des hôtels de luxe et des propriétés privées sous prétexte d'organiser des événements caritatifs. Mais ce qui troubla le plus David, ce fut la découverte que Diane était non seulement au courant de la liaison, mais la facilitait activement. La surveillance d'Eric révéla que Diane fournissait des alibis à Christine, gardait Emma pendant les réunions de liaison et participait même au blanchiment d'argent du compte joint pour financer les dépenses de Christine et Clayton. Tous trois collaboraient à une conspiration qui allait bien au-delà du simple adultère. L'esprit juridique de David commença à analyser la situation comme une affaire complexe. La liaison de Christine n'était qu'une affaire superficielle. Il devait y avoir une motivation plus profonde à l'implication de Diane et à la nature coordonnée de leur tromperie. D'après son expérience, lorsque plusieurs parties complotaient pour une trahison conjugale, un mobile financier se cachait généralement derrière le drame émotionnel. Une percée s'opéra lorsqu'Eric découvrit que Clayton Lindsay était en difficulté financière depuis 1 an. Son empire immobilier reposait sur des investissements à effet de levier qui s'étaient dégradés avec la hausse des taux d'intérêt, et il risquait la faillite s'il ne parvenait pas à réunir rapidement des capitaux importants. David comprit que Christine et sa mère ne trahissaient pas seulement son mariage.
Elle se préparait à voler ses biens et à détruire sa famille pour le bénéfice financier de Clayton. Cette liaison était un moyen de parvenir à ses fins, conçu pour créer un prétexte à un divorce qui donnerait à Christine la moitié de tout ce que David avait bâti. Mais David Finlay avait passé sa carrière à détruire ceux qui tentaient de manipuler le système judiciaire à leur profit. Il n'allait pas laisser sa propre famille devenir victime d'un tel stratagème, surtout lorsqu'il menaçait sa fille bien-aimée, Emma. Alors que David était assis dans son bureau ce soir-là, examinant les rapports de surveillance d'Eric et planifiant sa réponse, il ressentit la fureur froide qui avait fait de lui une légende dans les tribunaux de tout l'État. Christine, Clayton et Diane avaient commis l'erreur fatale de le sous-estimer, pensant que son amour pour sa famille le rendrait vulnérable à leur manipulation. Ils étaient sur le point de. J'apprends que l'instinct protecteur de David Finlay était bien plus dangereux que sa réputation professionnelle ne le laissait entendre. Le jeu commençait et David comptait bien le remporter haut la main. Chapitre 2. Le réseau de tromperie. David passa les semaines suivantes à documenter minutieusement chaque aspect de la trahison de. En sécurité dans une pièce et que ses ennemis ont neutralisé pour toujours, il a ressenti la satisfaction d'un homme qui avait fait face au pire type de mal et a émergé victorieux par une préparation supérieure, une pensée stratégique et une détermination absolue. Le jeu était terminé. La justice avait été rendue et David Finlay avait prouvé que certains pères étaient beaucoup plus dangereux que quiconque pouvait l'imaginer lorsque leurs enfants étaient menacés. Chapitre 9. Héritage de protection. 5 ans s'étaient écoulés depuis que la porte du sous-sol s'était ouverte pour révéler le pire cauchemar de David. Et maintenant, il se tenait dans la salle de conférence de la Samuel Finlay Foundation, examinant le rapport annuel qui a montré que leur organisation avait aidé plus de 500 familles à naviguer dans les suites de la maltraitance des enfants. Emma, maintenant âgée de 11 ans, était assise à côté de lui, ayant à insister pour participer au travail de la fondation malgré son jeune âge. Papa, Madame Rodriguez a appelé pour nous remercier d'avoir aidé sa fille. Emma a rapporté la lecture d'un dossier de lettres de remerciement. Elle a dit que les avocats que nous avons fournis aidaient sa famille à obtenir justice lorsque la police ne les croirait pas. David a souri de fierté de l'implication de sa fille dans leur mission. Emma était devenue une défenseur des autres enfants qui avaient subi des abus, utilisant sa propre expérience pour aider les familles à comprendre que le rétablissement était possible et que la justice pouvait être réalisée. La reprise d'Emma avait dépassé les attentes de chacun. Alors qu'elle portait toujours les souvenirs de son traumatisme, elle s'était transformée en une jeune fille confiante et compatissante qui comprenait l'importance de protéger les autres contre les dommages. Ses séances de thérapie hebdomadaires avec Dr. et Rutherford avaient évolué en chèques mensuels. Et ses évaluations psychologiques ont constamment montré un développement sain et de fortes compétences d'adaptation. Emma, vous êtes devenue tout à fait le défenseur des droits des enfants. Le docteur Rutherford avait observé lors de leur dernière session. Vous avez pris votre expérience douloureuse et l'avez transformée en une source de force qui aide d'autres familles. C'est une maturité remarquable pour quelqu'un de votre âge. David a accepté, cependant il est resté vigilant pour garantir que le travail de plaidoyer d'Emma n'interfère pas avec son développement normal de l'enfance. Elle a fréquenté une école ordinaire, a participé à des activités adaptées à l'âge et a maintenu des amitiés avec des enfants qui ont compris son besoin de sécurité, mais ne l'ont pas traité différemment à cause de son passé. Le travail de la fondation s'était élargi bien au-delà de la vision originale de David. Ce qui avait commencé comme une réponse aux abus d'Emma était devenu une organisation complète qui a fourni une représentation légale, des services thérapeutiques et un soutien familial aux victimes de maltraitance des enfants dans plusieurs États. Le détective McCall avait rejoint la fondation en tant que directeur des enquêtes, utilisant son expérience d'application de la loi pour aider les familles à naviguer dans le système de justice pénale. Les cas de détective continuent de entraîner des condamnations et des réformes systémiques qui protégeaient d'autres enfants des abus similaires. Nous avons identifié et poursuivi plus de 60 auteurs au cours des 5 dernières années, a rapporté le détective McCall lors de la réunion du conseil d'administration de la fondation. Mais plus important encore, nous avons changé la façon dont l'application des lois et les services sociaux réagissent aux rapports de maltraitance des enfants dans des familles riches. L'ancien système de couverture des abus pour protéger la réputation a été largement démantelé. David hocha la tête avec satisfaction. Le réseau de corruption qui protégeait les abuseurs d'enfants depuis des décennies a été remplacé par un système qui a priorisé la sécurité des enfants sur la réputation familiale et la position sociale. L'aspect le plus significatif du travail de la Fondation a été le soutien qu'il a fourni aux survivants du réseau d'abus d'origine. Amanda Ingram était devenue porte-parole de l'organisation, utilisant son parcours de rétablissement pour encourager d'autres survivants à demander de l'aide et à poursuivre la justice.
Le courage de David en exposant ce réseau m'a sauvé la vie. Amanda a déclaré à un journaliste à la télévision lors d'une récente interview. Je porte le traumatisme de mes abus d'enfance depuis 30 ans, convaincu que personne ne me croirait ou ne se soucierait de ce qui s'est passé, mais la Fondation m'a montré que la justice était possible et que mon histoire importait. La pratique juridique de David avait évolué pour se concentrer exclusivement sur les cas de protection de l'enfance, ce qui en fait l'un des défenseurs les plus respectés du domaine. Sa réputation d'efficacité impitoyable pour détruire les abuseurs d'enfants avait fait de lui un adversaire redouté parmi les avocats de la défense qui représentaient des auteurs. Mais le rôle le plus important de David est resté le père d'Emma. Il avait restructuré toute sa vie autour de ses besoins et le développement, s'assurant qu'elle grandirait en sécurité, protégée et habilitée à protéger les autres. La routine du soir des devoirs, du dîner et du temps en famille est devenue le fondement de leur relation. Emma était une excellente étudiante qui excellait dans les universitaires et les activités parascolaires, mais David s'est assuré que ses réalisations étaient équilibrées avec la détente et le jeu. Papa, mon professeur veut que j'écrive un essai sur quelqu'un qui m'inspire, a déclaré Emma pendant le dîner ce soir-là. Puis-je écrire sur toi? David sourit, touché par l'admiration de sa fille, mais soucieux d'attirer trop l'attention sur leur histoire de famille. De quoi écririez-vous, ma chérie? Sur la façon dont vous m'avez sauvé de la grand-mère Diane et aidé d'autres enfants qui ont été blessés comme je l'étais, a répondu Emma. Je veux écrire sur la façon dont les pères devraient protéger leurs enfants et ne jamais laisser les mauvaises personnes les blesser. David a considéré cette demande attentivement. L'essai d'Emma attirerait probablement l'attention à l'école et peut être transformé en une source de la source. Mais rappelez-vous que notre travail consiste à aider les familles, à nous rendre célèbres. Son appel vidéo désespéré du sous-sol de Diane. L'incarcération et la haine des autres détenus qui méprisaient les agresseurs d'enfants. Christine est restée en prison avec 8 ans de plus pour purger sa peine et émergerait en tant que délinquant sexuel enregistré sans aucune perspective de reconstruire sa vie. Clayton Lindsay a continué à purger sa peine fédérale, et les rapports de la prison ont suggéré que son histoire de violence contre les femmes et les enfants en avait fait une cible pour d'autres détenus. Mais plus important encore, le système qui avait permis à ces abus de se poursuivre a été démantelé et remplacé par des protections qui priorisent la sécurité des enfants sur la commodité des adultes ou le statut social. Le téléphone de David a bourdonné un SMS d'Eric Booth, qui a continué à fournir des conseils en matière de sécurité pour la Fondation et d'autres cas de protection de haut niveau. J'ai vu les nouvelles de l'arrestation de la famille Peterson. Un autre réseau a explosé grâce au protocole que nous avons développé. 37 enfants secourus. David a souri de satisfaction. Les techniques d'enquête et les stratégies juridiques qu'ils avaient développées pendant le cas d'Emma étaient utilisées pour protéger les enfants à travers le pays. Créer un héritage durable qui empêcherait les abus pour les générations à venir. Alors que David a glissé Emma au lit cette nuit-là, elle lui a montré le repêchage de son essai sur la protection et le plaidoyer. L'écriture a été sophistiquée pour un enfant de 11 ans, mais plus important encore, cela a démontré que Emma comprenait que son traumatisme avait été transformé en une source de force qui pouvait aider les autres. Certaines personnes pensent que les enfants ne peuvent pas se protéger des mauvais adultes, avait écrit Emma. Mais ils ont tort. Les enfants peuvent dire la vérité sur ce qui leur est arrivé, et ils peuvent aider d'autres enfants en partageant leurs histoires. Mon papa m'a appris que les survivants peuvent devenir des protecteurs et que les protecteurs n'abandonnent jamais pour aider les personnes qui en ont besoin. David était fier de la sagesse et de la résilience de sa fille, mais aussi un engagement renouvelé à s'assurer qu'elle ne ferait plus jamais face au genre de mal qui avait presque détruit son enfance. Je suis fier de toi, Emma, dit David en embrassant sa bonne nuit. Vous êtes devenu exactement le genre de personne dont le monde a besoin. Quelqu'un qui utilise sa force pour protéger les autres. Emma sourit et étreigna fermement son père. J'ai appris du meilleur papa. Vous m'avez appris que les familles se pratiquaient quoi qu'il arrive. Alors que David éteignait les lumières et s'installe dans sa routine du soir, il réfléchit la nature complète de sa victoire sur les forces qui avaient menacé sa famille. Ses ennemis ont été détruits. Sa fille était en plein essor. Et leur travail protégeait d'innombrables autres enfants contre des traumatismes similaires. Mais surtout, David avait appris que la vraie force n'est pas venue de la réussite professionnelle ou de la réussite financière, mais de la volonté de tout sacrifier pour protéger les personnes qui comptaient le plus. David Finlay avait découvert qu'il était capable d'être beaucoup plus dangereux que quiconque ne l'avait imaginé lorsque son enfant était menacé. Et il avait utilisé cette capacité pour créer un héritage de protection qui durerait longtemps après que ses ennemis aient été oubliés. La porte du sous-sol avait révélé le pire du mal humain,
mais il avait également révélé le meilleur de l'amour et de la détermination parentaux. Et à la fin, l'amour et la détermination s'étaient révélés beaucoup plus puissants que la cupidité, la manipulation et la cruauté. Emma était en sécurité. La justice avait été rendue et le travail de David continuerait à protéger les enfants pour les générations à venir. Le match était terminé et David avait complètement gagné. Pas seulement pour sa famille, mais pour chaque enfant qui n'aurait jamais à faire face au genre de mal qui avait autrefois menacé de détruire tout ce qu'il tenait cher. Et là, vous l'avez. Autre l'histoire touche à sa fin. Christine, tout en conservant l'apparence d'un mari sans méfiance. Sa formation juridique lui avait appris que les meilleures affaires étaient remportées grâce à une préparation méticuleuse et à des preuves accablantes, et il appliqua ces mêmes principes à la planification de sa réponse au complot familial. L'enquête d'Eric Bous révéla l'ampleur du complot contre la famille de David. Christine transférait systématiquement de l'argent de leur compte joint vers un compte privé qu'elle partageait avec Diane Mann. Ces fonds servaient non seulement à financer sa liaison avec Clayton Lindsay, mais aussi à payer des consultations juridiques avec des avocats spécialisés en divorce, spécialisés dans la saisie de biens. La découverte la plus accablante survint lorsqu'Eric obtint des enregistrements de conversations entre Christine et Diane, révélant leur véritable motivation. Elle ne prévoyait pas seulement de divorcer de David et de s'emparer de la moitié de ses biens. Elle complotait pour obtenir la garde exclusive d'Emma et l'utiliser comme moyen de pression. Tirer encore plus d'argent du cabinet d'avocats prospère de David. David est trop attaché à cette fille. Christine avait déclaré dans une conversation enregistrée, il paierait n'importe quoi pour continuer à la voir. On peut le saigner à blanc pendant des années si on fait les choses correctement. La réponse de Dian avait été encore plus calculatrice. L'important est de le faire passer pour un père indigne. Nous devons documenter les incidents qui montrent qu'il est instable, violent ou négligent, alors nous pourrons utiliser le bien-être d'Emma comme justification à tout ce que nous voulons. David écouta ces enregistrements dans son bureau tard un soir, les poings serrés, tandis qu'il entendait sa femme et sa belle-mère parler de sa fille comme d'une marchandise à exploiter. Emma était une enfant innocente qui adorait ses deux parents, et l'idée d'utiliser son bien-être émotionnel comme une arme dans leur manigance emplissait David d'une rage qu'il n'avait jamais éprouvée. Mais les enregistrements révélaient aussi un autre élément qui préoccupait profondément David, les commentaires troublants de Diane concernant la sanction à infliger à Emma si elle devenait un obstacle à leur plan. Diane avait l'habitude d'être manipulatrice et autoritaire, mais ses récentes déclarations laissaient penser qu'elle pourrait être prête à s'en prendre physiquement à Emma si l'enfant interférait avec leur complot. Si cette petite morveuse commence à poser trop de questions ou à se mettre en travers de leur chemin, je m'en occupe, avait déclaré Diane lors d'une conversation. Les enfants doivent apprendre leur place, et cela nécessite parfois de dures leçons. L'instinct protecteur de David s'est exacerbé. Il avait toujours été méfiant envers les conceptions archaïques de Dian sur la discipline des enfants, mais il comprenait maintenant que sa fille pouvait être en danger réel à cause de sa propre grand-mère. David a commencé à mettre en œuvre une stratégie à plusieurs niveaux pour protéger Emma tout en recueillant des preuves contre ses conspirateurs. Il a installé des caméras de sécurité cachées dans toute la maison, a obtenu des ordonnances judiciaires pour surveiller le compte financier que Christine croyait secret, et a organisé une surveillance discrète de la maison de Diane, où Emma passait souvent la nuit. Les mesures de sécurité se sont avérées efficaces lorsque David a découvert que Diane donnait à Emma des médicaments inappropriés pour la rendre plus docile lors des visites. Les caméras cachées ont filmé Diane forçant Emma à prendre des médicaments non prescrits par un médecin, puis menaçant l'enfant de sanctions si elle parlait à ses parents de ses vitamines spéciales. David a immédiatement emmené Emma chez un pédiatre qui a confirmé qu'on lui avait administré des somnifères et des anxiolytiques pour adultes, susceptibles de causer de graves dommages à une enfant de son âge. Le médecin était tenu de signaler les abus présumés au service de protection de l'enfance, mais David a utilisé ses relations juridiques pour garantir la discrétion de l'enquête, le temps de recueillir des preuves supplémentaires. Parallèlement, l'enquête de David sur Clayton Lindsay a révélé des vulnérabilités exploitables. L'empire immobilier de Clayton était certes au bord de l'effondrement, mais il dissimulait ses problèmes financiers aux investisseurs et aux créanciers par des pratiques comptables frauduleuses. Plus important encore, Clayton avait des antécédents de violence envers les femmes, dissimulés par des avocats coûteux et des accords transactionnels stratégiques. David a obtenu des rapports de police sur 3 incidents différents où Clayton avait été arrêté pour violence conjugale, mais les poursuites ont été abandonnées lorsque ses victimes ont subi des pressions ou ont été payées pour se rétracter. L'une des victimes, une ancienne petite amie nommée Amanda Ingram, avait été hospitalisée pour de graves blessures, mais avait plus tard affirmé être tombée dans les escaliers. David avait organisé un entretien privé avec Amanda Ingram,
usant de sa réputation d'avocat compétent pour la convaincre de dire la vérité sur les violences de Clayton. Amanda était initialement réticente, mais la promesse de protection juridique de David et ses preuves des délits financiers récurrents de Clayton l'ont finalement convaincu de coopérer. Clayton est un monstre, a confié Amanda à David lors de leur entretien. Il prend son pied en blessant les femmes incapables de se défendre. Lorsqu'il se met en colère, il devient quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aime faire souffrir. Le témoignage d'Amanda a fourni à David des arguments cruciaux. Mais il a également soulevé de terrifiantes questions sur la sécurité et le jugement de Christine. Si Christine avait une relation avec un homme ayant des antécédents de violence envers les femmes, quelles conséquences cela aurait-il eu sur le bien-être d'Emma lorsqu'elle était sous leur garde? Les pires craintes de David se sont réalisées lorsque la vidéosurveillance d'Eric a enregistré un incident troublant au domicile de Diane. Emma avait passé la nuit chez elle pendant que Christine prétendait être à un événement caritatif. Mais les caméras cachées installées par David ont révélé que Christine se trouvait en réalité chez Clayton. Durant cette nuit, Diane était devenue de plus en plus agitée par les questions d'Emma sur l'endroit où se trouvait sa mère. Lorsqu'Emma s'était mise à pleurer et a demandé à appeler son père, Diane avait saisi l'enfant brutalement et l'avait forcé à entrer dans une pièce du sous-sol, menaçant de l'y laisser toute la nuit si elle continuait à pleurer. Les images étaient déchirantes et exaspérantes. David regardait sa fille de 6 ans terrorisée par sa propre grand-mère, tandis que Christine trahissait leur famille avec un criminel violent. La pièce du sous-sol où Diane avait enfermé Emma était sombre, froide et totalement inappropriée pour un enfant. David comprit que le complot de sa famille avait franchi la limite de la trahison financière et de la maltraitance infantile. Emma était utilisée comme un pion dans leur machination et sa sécurité physique et émotionnelle était sacrifiée à leur cupidité et à leur égoïsme. Mais David y vit aussi une opportunité. Le comportement abusif de Diane et la négligence de Christine lui ont fourni des preuves irréfutables susceptibles de ruiner leur projet de garde et de révéler leur véritable motivation. S'il jouait bien ses cartes, il pourrait non seulement protéger Emma, mais aussi s'assurer que ses agresseurs subiraient de lourdes conséquences. David commença à planifier la phase finale d'une stratégie, sachant qu'il lui faudrait être patient et calculateur pour parvenir à la destruction totale de tous ceux qui avaient menacé sa fille. Christine, Clayton et Diane avaient commis l'erreur de cibler la seule personne au monde que David était prêt à tuer pour protéger. Ils étaient sur le point d'apprendre que certains pères étaient bien plus dangereux qu'ils n'y paraissaient. Chapitre 3. Le piège étendu. La stratégie de David entrait dans sa phase la plus critique, il s'apprêtait à révéler le complot de sa famille tout en assurant la sécurité d'Emma. Il savait qu'affronter directement Christine et Diane ne ferait que les pousser à la clandestinité et potentiellement mettre Emma en danger. Au lieu de cela, il décida de créer un scénario qui les forcerait à révéler leur vraie nature tout en lui fournissant des preuves irréfutables de leurs crimes. L'occasion se présenta lorsque Christine suggéra à David et elle de prendre des vacances bien méritées pour refaire leur mariage. David comprit que cela faisait partie de son plan pour se créer un alibi pour la prochaine étape de leur complot, mais il y voyait aussi le piège parfait. On pourrait aller dans cette station de montagne que tu as toujours rêvé de visiter, suggéra Christine un soir, sa voix portant la fausse douceur que David avait appris à reconnaître. Rien que nous deux pendant une semaine. Ma mère pourrait surveiller Emma. Elle dit toujours qu'elle ne passe pas assez de temps avec sa petite fille. David fit semblant d'envisager la suggestion tout en calculant intérieurement comment retourner le plan de Christine contre elle. Ça a l'air merveilleux, répondit-il. Mais es-tu sûr que ta mère peut gérer Emma pendant une semaine entière? Elle se plaint de son manque d'énergie ces derniers temps. Maman insiste qu'elle peut gérer, lui assura Christine. Elle dit qu'Emma a besoin d'apprendre à se discipliner de toute façon, et qu'une semaine avec sa grand-mère serait bénéfique pour son développement personnel. L'expression « développement personnel » fit froid dans le dos à David, compte tenu de ce qu'il avait observé des méthodes de discipline de Diane, mais elle lui offrit aussi l'ouverture nécessaire pour mettre son plan à exécution. David accepta les vacances, mais organisa secrètement une surveillance renforcée de la maison de Diane et établit des protocoles d'urgence avec Eric Booth. Il prépara également des documents juridiques lui accordant la garde immédiate d'Emma si des preuves de maltraitance étaient découvertes. Il informa également ses plus proches collaborateurs de la situation. Plus important encore, David donna à Emma un téléphone spécial, déguisé en jouet, qui lui permettrait de le contacter directement en cas de danger. Il lui apprit à l'utiliser lors d'une sortie père-fille privée, lui expliquant qu'il s'agissait d'un jeu secret auquel il pourrait jouer pendant son absence. Si grand-mère Diane te fait peur ou te met mal à l'aise, tu peux appeler papa avec ce téléphone spécial, expliqua doucement David. Quoi qu'on te dise,
papa viendra toujours si tu as besoin d'aide. Emma hocha la tête solennellement, comprenant l'importance de la situation, même si elle n'en saisit pas toutes les implications. Le cœur de David se serra en regardant sa fille innocente, conscient qu'il la mettait délibérément en danger pour révéler le complot contre leur famille. Les vacances commencèrent exactement comme David l'avait prédit. Christine s'est montrée excessivement affectueuse et attentionnée durant leurs 2 premiers jours au complexe, jouant le rôle de l'épouse aimante, cherchant à sauver son mariage. Mais David a remarqué qu'elle consultait constamment son téléphone et inventait des excuses pour prendre des appels privés du travail. La vidéosurveillance d'Eric a confirmé que Christine travaillait en coordination avec Clayton Lindsay, arrivé dans la même station de montagne et logeant dans un autre hôtel. Ils prévoyaient de se rencontrer une fois que Christine aurait établi son alibi concernant leur mariage avec David. Pendant ce temps, les caméras installées chez Diane révélaient un comportement de plus en plus inquiétant envers Emma. Diane avait immédiatement instauré des mesures disciplinaires sévères, forçant Emma à rester assise dans des positions inconfortables pendant des heures et menaçant de sévères punitions pour des infractions mineures. Le 2e soir du séjour, les violences de Diane se sont considérablement intensifiées. Emma avait demandé à appeler ses parents et Diane avait réagi en forçant l'enfant à rentrer au sous-sol et en verrouillant la porte. Les images de surveillance montraient Emma en pleurs et en suppliant qu'on la laisse sortir, tandis que Diane ignorait sa détresse. David regardait la vidéo en direct depuis sa chambre d'hôtel, les mains tremblantes de rage face à la terreur de sa fille. Mais il s'obligea à attendre, sachant qu'il lui fallait davantage de preuves pour assurer la destruction totale de Diane et prouver que Christine était complice des abus. Le point de rupture survint le 3e jour, lorsque le comportement de Diane devint véritablement dangereux. Emma avait apparemment tenté d'utiliser le téléphone fixe pour appeler ses parents, et Diane était entrée dans une colère noire, filmée par plusieurs caméras. David, horrifié, vit Diane saisir brutalement Emma, la traîner au sous-sol et lui attacher le poignet avec des serre-câbles pour l'empêcher de s'échapper. La vieille dame éteignit alors les lumières du sous-sol, laissant Emma seule dans le noir pendant qu'elle remontait à l'étage pour poursuivre sa routine quotidienne. Ce n'était pas de la discipline, c'était de la torture. Une enfant de 6 ans était terrorisée et physiquement entravée par sa propre grand-mère, tandis que sa mère trahissait sa famille avec un criminel violent. L'esprit juridique de David reconnut que les actes de Diane constituaient de multiples crimes, dont maltraitance infantile, séquestration et mise en danger imprudente. Mais ce qui a poussé David à bout, ce fut la tentative désespérée d'Emma de le joindre avec le téléphone spécial qu'il lui avait donné. L'enfant avait réussi à accéder à l'appareil malgré ses entraves, et le téléphone de David vibra, annonçant un appel vidéo qui le hanterait toute sa vie. Le visage baigné de larmes d'Emma apparut sur son écran, sa petite voix se brisant tandis qu'elle prononçait les mots qui allaient déclencher la transformation totale de David, de père protecteur à ange vengeur. « Papa, aide-moi, s'il te plaît » cria Emma, la caméra montrant les attaches autobloquantes autour de ses poignets et le sous-sol sombre où elle était emprisonnée. « Grand-mère Diane m'a fait mal et ne veut pas me laisser partir. J'ai peur, papa. S'il te plaît, rentre à la maison. » David vit les bleus sur les bras de sa fille là où Diane l'avait attrapé et la terreur dans les yeux d'Emma tandis qu'elle implorait son secours. À cet instant, tout instinct civilisé que David possédait fut remplacé par une fureur primitive qui exigeait une justice immédiate et brutale. « J'arrive, mon cœur, » dit David d'une voix apaisée malgré la rage qui le brûlait. « Papa arrive tout de suite et je vais m'assurer que tu sois en sécurité. Tiens-moi bien. » David raccrocha et appela aussitôt Eric Booth, d'une voix glaciale, donnant ses instructions. « Va chez Diane tout de suite. Emma est en danger immédiat. Documente tout. Appelle la police, mais n'interviens pas avant mon arrivée. Je veux m'en occuper personnellement. » David se tourna ensuite vers Christine, qui se prélassait au bord de la piscine, complètement inconsciente que sa conspiration allait détruire sa vie. Son expression devait être terrifiante, car elle pâlit en le voyant approcher. « On part » annonça David. « Tout de suite ? Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Christine, la voix chargée de panique. « Il s'est passé quelque chose ?» David sourit. Et c'était le sourire glacial d'un prédateur qui a acculé sa proie. « Oui, Christine. Il s'est passé quelque chose. Ta mère vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie, et tu vas la payer à ses côtés. » Alors qu'il regagnait la ville à toute vitesse, David calculait déjà la destruction totale de tous ceux qui avaient menacé sa fille. Diane serait poursuivie pour des accusations criminelles qui la mèneraient en prison à vie. Christine perdrait tout dans un divorce qui la laisserait démunie et publiquement humiliée.
Clayton Lindsay découvrirait que son passé violent l'avait finalement rattrapé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais d'abord, David avait une porte de sous-sol à ouvrir et une fille à sauver. Et lorsqu'il découvrirait ce qui l'attendait là-bas, l'épreuve serait si accablante que même le juge le plus corrompu n'aurait d'autre choix que de rendre justice. Le trajet du retour fut les 2 heures les plus longues de la vie de David. Mais ce fut aussi le moment où il se transforma, passant d'homme en quête de justice à quelqu'un de bien plus dangereux. Lorsqu'il atteignit la maison de Diane, David Finlay, le père protecteur, était devenu David Finlay, le destructeur de vie. Chapitre 4. L'heure de vérité. La voiture de David s'arrêta dans un crissement de pneus devant la maison de Diane à 3 heures du matin. Ses mains tremblaient encore à cause de l'image du visage terrifié de sa fille lors de l'appel vidéo. Eric Booth attendait dans l'ombre, l'air sombre, tandis qu'il informait David des images de surveillance enregistrées pendant le trajet du retour. C'est pire que prévu, rapporta Eric à voix basse. Diane a attaché Emma au sous-sol, et elle y est depuis plus de 6 heures. L'enfant est visiblement en détresse, et Diane n'a manifesté aucune intention de s'en occuper. David serra les dents en assimilant cette information. 6 heures de terreur pour une enfant de 6 ans, tandis que sa grand-mère poursuivait sa routine du soir à l'étage comme si de rien n'était. La cruauté calculée dépassait l'entendement. « Où est Christine ?» demanda David d'une voix d'un calme mortel. « Toujours sur le chemin du retour. Elle appelle et envoie des textos frénétiquement depuis que tu as quitté le complexe, mais Diane ne répond pas. Elle sait que quelque chose ne va pas », David hocha la tête d'un air sombre. La panique de Christine confirmait qu'elle était au courant des abus de sa mère et qu'elle comptait sur les vacances pour nier les faits de manière plausible. Mais ses tentatives frénétiques pour contacter Diane prouvaient sa complicité dans le complot visant à nuire à Emma. « As-tu appelé la police ?» demanda David. « Ils sont en route, mais je voulais que tu sois là en premier. Tu dois voir ça de tes propres yeux, et nous devons documenter ta réaction initiale pour l'affaire de garde. » David comprenait que sa réaction à la découverte des abus d'Emma serait une preuve cruciale dans les batailles juridiques qui suivraient. Mais plus important encore, il devait secourir sa fille immédiatement et s'assurer que les preuves contre Diane soient absolument accablantes. David s'approcha de la porte d'entrée de la maison de Diane, constatant que toutes les lumières étaient éteintes, à l'exception d'une seule lampe dans le salon. De l'extérieur, la maison paraissait normale, mais David savait que sa fille souffrait au sous-sol. Utilisant la clé que Diane lui avait donnée des années auparavant pour les urgences, David entra discrètement. Le salon présentait les traces de la routine du soir de Diane, une tasse de thé sur une table basse, la télévision diffusant toujours un talk-show de fin de soirée, et un livre ouvert près d'un fauteuil de lecture. La banalité de la scène attisa encore la rage de David. Diane avait torturé sa fille pendant des heures, puis s'était installée pour une paisible soirée de télévision et de lecture comme si de rien n'était. La femme était soit complètement psychotique, soit tellement rongée par la rancune qu'elle ne reconnaissait plus Emma comme un être humain digne de compassion. David se dirigea vers la porte du sous-sol, ses pas silencieux sur le parquet. Derrière lui, il entendait Eric filmer tout avec une caméra, veillant à ce que chaque instant du sauvetage soit préservé pour les poursuites judiciaires qui suivraient. La porte du sous-sol était verrouillée, et David entendait de faibles bruits en contrebas. Les sanglots discrets de sa fille et ses appels à l'aide occasionnels, qui s'affaiblissaient à mesure que sa voix s'éteignait après des heures de pleurs. Le son de la détresse d'Emma réveilla quelque chose d'intense dans la poitrine de David. Une fureur si intense que sa vision se rétrécit sous l'effet de l'adrénaline. David força la porte du sous-sol. La serrure se brisa sous la pression de sa rage, alimentant sa force. En descendant les escaliers, il découvrit toute l'étendue de la cruauté de Diane. Et ce qu'il y découvrit le poussa à appeler la police, les mains tremblantes. Non pas de peur, mais d'une rage meurtrière à peine maîtrisée. Emma était enchaînée à un poteau métallique au centre du sous-sol. Son petit poignet était maintenu par des serre-câbles qui lui avaient entaillé la peau à force de se débattre pour s'échapper. Elle était assise sur le sol en béton froid, en pyjama, grelottant sous la température du sous-sol et le traumatisme de ses heures d'abandon. Mais les entraves physiques n'étaient pas le pire. Diane avait délibérément placé Emma de manière à ce qu'elle puisse voir une collection d'objets dérangeants disposés sur une table voisine, des entraves, des outils de discipline et des photos d'autres enfants qui semblaient avoir subi des traitements similaires. David réalisa avec une lucidité écœurante que ce n'était pas la première fois que Diane maltraitait un enfant. Le sous-sol avait été spécialement aménagé à cet effet, avec des crochets au plafond, des points d'attache le long des murs et une collection d'instruments conçus pour terroriser et contrôler les enfants.
Emma leva les yeux en entendant les pas de David, son visage s'illuminant d'un soulagement désespéré. Même ses larmes continuaient de couler sur ses joues. « Papa » murmura-t-elle d'une voix haletante. « Tu es venu ? Grand-mère Diane avait dit que tu ne viendrais pas. Que personne ne me croirait si je le disais. » David s'agenouilla près de sa fille, les mains tremblantes, tandis qu'il coupait soigneusement les attaches qui lui liaient les poignets. Les marques sur sa peau serviraient de preuve. Mais plus important encore, Emma était vivante et se remettrait de ce traumatisme avec des soins et un soutien approprié. « Je suis là, ma chérie », dit doucement David en prenant Emma dans ses bras et en l'emportant loin de cette scène horrible. « Papa est là et tu es en sécurité maintenant. Grand-mère Diane ne te fera plus jamais de mal. » Tandis que David portait Emma à l'étage, Eric continuait de documenter la chambre du sous-sol et son contenu. Les preuves étaient accablantes. Il ne s'agissait pas d'une discipline excessive, mais d'une chambre de torture délibérée, conçue spécifiquement pour la maltraitance des enfants. David appela le 911 depuis le salon, la voix ferme malgré la fureur qui le brûlait. « Ici David Finlay. J'ai besoin de la police et des services médicaux d'urgence au 247 rue Maple immédiatement. Je viens d'apprendre que ma fille de 6 ans a été maltraitée physiquement et emprisonnée à tort par ma belle-mère. L'enfant a besoin de soins médicaux et l'agresseur doit être arrêté. » Les questions du répartiteur étaient de routine, mais les réponses de David dressaient le portrait d'une maltraitance systématique des enfants qui allait déclencher une enquête majeure. Emma fut emmenée à l'hôpital pour examen et traitement. Tandis que la police sécurisait les lieux et commençait à recueillir des preuves, Diane Mann fut arrêtée à son club de bridge 2 heures plus tard. Ses protestations, choquées, affirmant n'avoir rien fait de mal tombèrent dans l'oreille d'un sourd, les preuves de ses crimes étant déjà documentées et photographiées. La femme qui avait torturé la fille de David passa sa première nuit en prison et ce serait loin d'être la dernière. Mais la fureur de David ne fut pas apaisée par l'arrestation de Diane. Christine avait été complice de la mise en danger d'Emma et Clayton Lindsay était le moteur financier de toute la conspiration. Tous deux subiraient des conséquences qui détruiraient leur vie aussi profondément qu'ils avaient tenté de détruire la famille de David. L'enquête policière révéla que la chambre au sous-sol de Diane avait été utilisée à plusieurs reprises au fil des ans, des preuves suggérant qu'elle avait abusé d'autres enfants dont elle avait la charge. Son arrestation déclencha une enquête plus vaste qui allait finalement révéler un réseau de maltraitance infantile dissimulé par des familles fortunées qui privilégiaient leur réputation à la sécurité des enfants. Alors qu'il était assis à côté du lit d'hôpital d'Emma, regardant sa fille dormir paisiblement pour la première fois depuis des jours, David fit un vœu silencieux qui guiderait ses actions pour le restant de ses jours. Tous ceux qui avaient participé aux sévices infligés à sa fille seraient traduits en justice, et cette justice serait rapide, complète et impitoyable. Diane Mann, Christine Walls et Clayton Lindsay avaient commis l'erreur fatale de cibler la seule personne au monde que David était prêt à tuer pour protéger. Ils allaient maintenant découvrir que certains pères étaient bien plus dangereux qu'ils n'y paraissaient et que certaines trahisons avaient des conséquences éternelles. Chapitre 5. Le dénouement. La chambre d'hôpital où Emma se rétablissait devint la cellule de crise de David, qui coordonna l'élimination systématique de tous ceux qui avaient conspiré contre sa famille. Pendant que sa fille dormait sous surveillance médicale, David travailla avec une équipe d'enquêteurs, de procureurs et d'experts juridiques pour garantir une justice rapide et absolue. L'examen médical d'Emma avait révélé l'ampleur des sévices infligés à Diane. Au-delà des blessures physiques causées par les entraves, Emma présentait des signes de traumatisme psychologique compatibles avec des sévices émotionnels prolongés. La psychologue pédiatrique qui l'a examinée a rapporté qu'Emma avait été systématiquement terrorisée et menacée de violences croissantes si elle révélait ce qui lui était arrivé. « Votre fille est remarquablement résiliente », ont déclaré le docteur et Rutherford à David lors d'une consultation privée. Mais les abus qu'elle a subis étaient calculés et délibérés. Il ne s'agissait pas d'une discipline poussée à l'extrême. Il s'agissait d'une torture systématique visant à briser l'esprit d'une enfant et à établir un contrôle total sur elle. David assimila cette information avec une fureur froide, sachant que chaque détail serait crucial pour les poursuites pénales qui s'ensuivraient. Mais il reconnaissait aussi que le système judiciaire, malgré sa justice éventuelle, serait trop lent et trop limité pour assurer la pleine responsabilité qu'il exigeait. Christine arriva à l'hôpital 6 heures après la découverte de David, le visage affichant une fausse inquiétude et une panique à peine dissimulée. Elle venait directement des montagnes, mais les détectives privés de David surveillèrent ses déplacements et confirmèrent qu'elle avait fait plusieurs arrêts pour rencontrer des avocats et contacter Clayton Lindsay. « Oh mon Dieu, David », dit Christine en entrant dans la chambre d'Emma. « Que s'est-il passé ? Est-ce qu'elle va bien ?
Je suis venu dès que j'ai reçu votre message. David observa la performance de sa femme, notant le caractère calculé de son inquiétude et la façon dont son regard évitait de croiser le sien. Diane maltraitait sa Christine. Elle avait enchaîné notre fille dans son sous-sol et l'avait torturée pendant des heures pendant notre absence. La réaction de Christine était révélatrice plutôt que choquée ou indignée. Sa première réaction fut de minimiser la situation et de rejeter la faute sur elle. « C'est impossible », protesta Christine. « Maman ne ferait jamais de mal à Emma. Il doit y avoir un malentendu. Peut-être qu'Emma s'est trompée. Ou peut-être qu'elle exagère parce qu'elle nous a manqué. » David serra les dents en entendant sa femme suggérer que leur fille traumatisée mentait sur les abus. La police a des photos. Christine, il y a des preuves vidéo. Diane a attaché Emma avec des serre-câbles et l'a laissée enchaîner dans un sous-sol pendant 6 heures. Le visage de Christine pâlit en réalisant les implications. S'il y avait des preuves vidéo, alors les abus étaient indéniables. Et sa propre complicité dans la mise en danger d'Emma serait révélée. Je n'en avais aucune idée, dit Christine. Rapidement. Si j'avais su que ma mère était capable d'une chose pareille, je n'aurais jamais laissé Emma avec elle. C'est un choc pour moi comme pour toi. David sourit froidement. Est-ce Christine? Parce que j'ai des enregistrements de toi et ta mère discutant de la discipline d'Emma et de la nécessité pour elle d'apprendre sa place. J'ai aussi des preuves de ta liaison avec Clayton Lindsay et de ton projet d'utiliser Emma comme moyen de pression dans une bataille pour la garde de ses enfants. Le visage de Christine s'est complètement vidé lorsqu'elle a réalisé que David était au courant du complot. Tu m'as espionné. Je protégeais ma famille, corrigea David. Et heureusement, car ta mère a failli tuer notre fille alors que tu prévoyais de trahir notre mariage. Le masque d'inquiétude de Christine a finalement glissé, révélant la manipulatrice calculatrice qui se cachait sous ses yeux. Tu ne peux pas prouver que je savais ce que ma mère préparait. Même si j'avais une liaison, cela ne me rend pas responsable de ses actes. En fait, si, répondit David. Parce que tu connaissais les antécédents de violence de Dian et que tu as délibérément confié Emma à sa garde afin de pouvoir établir un alibi pour ton infidélité. Cela te rend légalement responsable de mise en danger d'enfants et de complot en vue de commettre des violences. La panique de Christine était maintenant visible lorsqu'elle réalisa l'ampleur du risque juridique qui pesait sur elle. David, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais voulu qu'Emma soit blessée. Si tu veux bien me pardonner, nous pouvons reconstruire notre mariage et mettre tout ça derrière nous. Le rire de David était dénué de chaleur. Pardonne-moi, Christine. Tu as comploté avec ta mère pour maltraiter notre fille et avec ton amant pour voler nos biens. Certaines choses sont impardonnables, et celle-ci en fait partie. La conversation fut interrompue par l'arrivée de l'inspecteur Willard McCall, l'enquêteur principal sur l'affaire Dian. L'inspecteur McCall était un policier chevronné spécialisé dans les affaires de maltraitance d'enfants. Son expression était sombre lorsqu'il informa David de l'avancée de l'enquête. Nous avons exécuté des mandats de perquisition chez Diane et découvert de nombreuses preuves de maltraitance systématique d'enfants. L'inspecteur McCall a signalé que la chambre du sous-sol était équipée pour maîtriser et terroriser les enfants. Nous avons également trouvé des photos et des vidéos suggérant de multiples victimes sur plusieurs années. La fureur de David s'intensifia lorsqu'il apprit qu'Emma n'était pas la première victime de Diane. Combien d'enfants? L'enquête est toujours en cours, mais les premiers éléments suggèrent qu'il y en a eu au moins 6 au cours des 10 dernières années. Tous issus de familles aisées, tous maltraités sous couvert de discipline ou de formation du caractère. Christine halta bruyamment, soit sous le choc, soit en réalisant que les crimes de sa mère étaient bien pires qu'elle ne l'imaginait. J'ignorais qu'une mère puisse faire une chose pareille à d'autres enfants. L'inspecteur McCall étudia Christine attentivement. Madame Finlay, nous devons vous poser quelques questions sur votre connaissance des activités de votre mère. Nous avons trouvé des preuves suggérant que des membres de la famille étaient au courant des abus et auraient pu être complices de leur dissimulation. La panique de Christine s'est intensifiée lorsqu'elle a compris qu'elle était désormais la cible de l'enquête criminelle. Je veux un avocat. Je ne dirai rien d'autre sans représentation légale. David a observé avec satisfaction sa femme exiger une protection juridique, sachant que sa conscience coupable révélait déjà sa complicité. Une personne innocente aurait pleinement coopéré à l'enquête pour protéger d'autres enfants. Mais le premier réflexe de Christine a été de se protéger. Alors que Christine était escortée hors de l'hôpital par la police pour un interrogatoire formel, David s'est concentré sur la phase suivante de son plan.
L'arrestation de Diane et la complicité de Christine n'étaient que le début. Clayton Lindsay devait encore assumer les conséquences de son rôle dans le complot qui avait mis en danger la vie d'Emma. L'enquête de David sur les affaires de Clayton avait révélé que le désespoir financier de cet homme était encore pire qu'initialement soupçonné. Clayton avait eu recours à des stratagèmes d'investissement frauduleux pour voler l'argent de ses clients, dont plusieurs victimes âgées qui avaient perdu toutes leurs économies à cause de ces manipulations. Mais plus important encore pour David, les antécédents de violence envers les femmes de Clayton offraient des possibilités de justice créative que le système judiciaire ne pouvait peut-être pas offrir. Le témoignage d'Amanda Ingram sur le comportement abusif de Clayton n'était qu'un élément d'un schéma plus vaste que David entendait exposer de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. David passa une série d'appels téléphoniques depuis la chambre d'hôpital d'Emma, coordonnant les procureurs, les enquêteurs privés et les médias pour garantir la destruction totale et définitive de Clayton Lindsay. L'homme qui avait comploté pour voler les biens de David et mettre en danger la vie de sa fille était sur le point de découvrir que certains ennemis étaient trop dangereux pour ce faire. Alors qu'Emma commençait à se réveiller de son sommeil paisible, David s'assit près de son lit et prit sa petite main dans la sienne. Sa fille se remettrait de ce traumatisme, mais les personnes qui en étaient responsables ne se remettraient jamais de ce que David s'apprêtait à leur faire subir. Le jeu entrait dans sa phase finale, et David comptait bien gagner haut la main. Chapitre 6. Le réseau de corruption. Alors que l'état d'Emma se stabilisait et qu'elle entamait un long processus de rétablissement psychologique, l'enquête de David sur le complot contre sa famille révéla un réseau de corruption qui allait bien au-delà de sa trahison personnelle. La chambre au sous-sol de la maison de Diane n'était qu'un élément d'un réseau plus vaste de familles aisées qui dissimulaient des maltraitances sur enfants depuis des années. L'enquête de l'inspecteur McCall avait révélé des preuves que Diane faisait partie d'un réseau informel de grands-parents et de tuteurs fortunés qui recouraient systématiquement à la maltraitance pour discipliner des enfants issus de familles influentes. Ces maltraitances étaient toujours présentées comme des moyens de forger le caractère ou de promouvoir les valeurs traditionnelles. Mais en réalité, il s'agissait d'une torture calculée visant à créer des enfants traumatisés et dociles, incapables de remettre en question l'autorité des adultes. Nous avons identifié au moins 12 familles liées à ce réseau. L'inspecteur McCall en a informé David lors d'un briefing privé. Les enfants avaient été maltraités par divers tuteurs, mais les familles les ont dissimulés pour protéger leur réputation sociale. Votre belle-mère était l'une des pires agresseuses, mais elle n'agissait pas seule. David assimila cette information avec une fureur croissante. Les abus d'Emma n'étaient pas un incident isolé dû à la discipline excessive d'une grand-mère. Ils faisaient partie d'un réseau systématique de torture d'enfants, protégés par des familles aisées qui privilégiaient leur statut social au bien-être des enfants. Que fait-on des autres familles ? Demanda David. C'est là que les choses se compliquent, admit l'inspecteur McCall. La plupart des enfants sont maintenant adultes et nombre d'entre eux ont été trop traumatisés ou intimidés pour se manifester. Les familles impliquées ont une influence politique et financière considérable. L'enquête doit donc être menée avec prudence. L'esprit juridique de David a immédiatement perçu le défi. Poursuivre des familles riches et influentes pour des abus commis sur des enfants depuis des décennies nécessiterait des preuves accablantes et des dossiers solides, impossibles à rejeter ou à étouffer par la pression politique. Je veux aider, dit David avec fermeté. Quelles que soient les ressources dont vous avez besoin, quel que soit le soutien juridique requis, je vous les fournirai. Ces personnes ont détruit la vie d'enfants pour protéger leur réputation, et elles doivent en assumer les conséquences. L'inspecteur McCall hocha la tête avec reconnaissance. Nous espérions que vous diriez que votre expertise juridique et votre motivation personnelle pourraient être cruciales pour monter des dossiers qui aboutiront à des condamnations. La décision de David de soutenir l'enquête plus vaste ne visait pas seulement à rendre justice aux autres victimes. C'était aussi stratégique. En se positionnant comme un militant contre la maltraitance infantile, il gagnerait la sympathie du public et une autorité morale cruciale pour détruire la réputation de Christine et Clayton. Parallèlement, l'enquête privée de David sur Clayton Lindsay avait révélé des liens avec le réseau de maltraitance infantile qui allait au-delà de sa relation avec Christine. L'empire immobilier de Clayton avait servi à faciliter le réseau de maltraitance en fournissant des propriétés privées où les enfants pouvaient être emmenés pour être punis loin de leur domicile familial. L'enquête d'Eric Bou a révélé que Clayton possédait plusieurs propriétés isolées, spécialement équipées pour maîtriser et terroriser les enfants. Ces propriétés étaient présentées comme des centres de retraite thérapeutiques pour jeunes en difficulté. Mais la réalité était bien plus sinistre. Clayton louait ses propriétés à des familles fortunées qui souhaitaient que leurs enfants soient corrigés sans laisser de traces chez elles. Eric rapporta, nous avons trouvé du matériel de contention,
des caméras de surveillance et des documents concernant au moins 20 enfants emmenés dans ces centres au cours des 5 dernières années. La fureur de David atteignit de nouveaux sommets lorsqu'il réalisa que Clayton Lindsay n'était pas seulement un manipulateur financier et un agresseur domestique. Il était aussi un facilitateur de tortures systématiques sur mineurs, profitant de la souffrance de dizaines d'enfants. Nous devons immédiatement collaborer avec l'inspecteur McCall, ordonna David. Ces preuves pourraient être cruciales pour l'enquête, et je veux que le rôle de Clayton au sein du réseau soit pleinement révélé. La coordination entre l'enquête privée de David et l'enquête policière créa une alliance puissante à laquelle le réseau de maltraitance d'enfants ne put résister. L'expertise juridique de David permit au procureur de constituer des dossiers plus solides, tandis que ses ressources financières permirent des enquêtes qui, autrement, auraient pu être limitées par des contraintes budgétaires. Mais l'arme la plus efficace de David résidait dans sa campagne médiatique croissante visant à dénoncer le réseau de corruption. Fort de ses relations dans le milieu juridique et de sa réputation d'avocat reconnu, David commença à accorder des interviews et à fournir des informations à des journalistes spécialisés dans le journalisme d'investigation. L'histoire qui en a résulté était choquante, même à l'aune des scandales familiaux les plus riches. Un réseau de familles influentes maltraite systématiquement leurs enfants et petits-enfants depuis des décennies, utilisant des établissements privés et des soignants complices pour torturer les enfants jusqu'à leur soumission totale. La couverture médiatique a suscité un tollé général qui a empêché les familles aisées de dissimuler leurs crimes par l'influence politique. Les parents des enfants maltraités ont commencé à se manifester et les survivants ont trouvé le courage de témoigner de leurs expériences. Le rôle de Christine dans le complot est devenu un sujet de discussion médiatique majeur, en partie grâce aux fuites stratégiques de David, mais aussi parce que son cas était le plus récent et le plus documenté. La femme qui avait trahi son mari et mis sa fille en danger est devenue le visage public de la complicité parentale dans les maltraitances infantiles. Christine Finlay savait que sa mère avait des antécédents de maltraitance envers les enfants. David l'a confié à un journaliste de télévision lors d'une interview soigneusement mise en scène. Elle a délibérément confié notre fille de 6 ans à sa mère afin qu'elle puisse établir un alibi pour sa liaison avec un homme qui facilitait les maltraitances infantiles grâce à ses biens immobiliers. Il ne s'agit pas seulement d'une trahison conjugale. Il s'agit d'une association de malfaiteurs visant à mettre en danger un enfant. L'interview fut diffusée en prime time et la réputation de Christine fut détruite du jour au lendemain. Son entourage l'abandonna. Ses contacts professionnels refusèrent de travailler avec elle et sa propre famille commença à se distancier du scandale. La destruction de Clayton Lindsay fut encore plus totale. La révélation que son empire immobilier avait servi à faciliter des abus sexuels sur mineurs déclencha une enquête fédérale qui révéla d'importantes accusations de fraude financière, d'évasion fiscale et de racket. Son mariage avec Bethany Skinner se solda par un divorce qui le laissa ruiner financièrement et son empire commercial s'effondra sous le poids des enquêtes criminelles et des poursuites civiles. Mais la victoire la plus gratifiante de David fut lorsque Clayton tenta de fuir le pays pour échapper aux poursuites. David avait anticipé cette décision et collaborait avec les autorités fédérales pour surveiller les activités de Clayton. Alors que Clayton tentait d'embarquer à bord d'un jet privé pour un pays non extraditionnel, il fut arrêté à l'aéroport pour des accusations fédérales qui le condamnèrent à une peine de prison à vie. En regardant les reportages sur l'arrestation de Clayton, David éprouvait une satisfaction profonde, justice était enfin rendue. L'homme qui avait comploté pour voler ses biens et faciliter les abus sur sa fille risquait désormais une peine d'emprisonnement à perpétuité dans une prison fédérale, où ses antécédents de violence envers les femmes et les enfants feraient de lui une cible pour les autres détenus. Mais la vengeance de David n'était pas encore consommée. Christine devait encore assumer pleinement les conséquences de sa trahison, et David comptait bien s'assurer que son châtiment soit aussi complet et permanent que possible. La phase finale du plan de David allait commencer. Elle démontrerait que certains pères étaient bien plus dangereux qu'on ne l'avait imaginé. Chapitre 7. La crucifixion au tribunal. 6 mois après le sauvetage d'Emma du sous-sol de Dian, David se tenait au tribunal où il avait remporté d'innombrables procès pour d'autres clients. Mais cette fois, il se battait pour l'avenir de sa fille et la justice pour sa famille. Le procès pénal de Diane Mann avait fait sensation dans les médias, David étant à la fois l'avocat des victimes et un témoin clé dans l'accusation. Emma avait fait des progrès remarquables dans sa guérison. Grâce à une thérapie intensive et au soutien indéfectible de David, le médecin et Rutherford ont rapporté que, même si Emma avait besoin d'un suivi psychologique continu, elle faisait preuve de la résilience d'une enfant qui se savait protégée et aimée par son père. Emma comprend que ce qui lui est arrivé était mal et elle sait que son père ne laissera plus jamais personne lui faire du mal.
Le docteur Rutherford a déclaré au tribunal lors de son témoignage, « Ce sentiment de sécurité est crucial pour la poursuite de sa guérison. » David avait insisté pour témoigner personnellement de la découverte d'Emma dans le sous-sol de Dian, malgré les craintes de son avocat quant à la violence de son témoignage. Mais la rage de David s'était transformée en une plaidoirie glaciale, bien plus efficace que n'importe quelle explosion émotionnelle. Lorsque j'ai ouvert la porte du sous-sol et que j'ai vu ma fille de 6 ans enchaînée à un poteau métallique, le poignet marqué par ses efforts pour s'échapper, j'ai compris que Diane n'était pas seulement une grand-mère violente. David a témoigné qu'elle était une prédatrice qui avait systématiquement torturé mon enfant pour sa propre satisfaction psychologique. La réaction du jury au témoignage de David fut visiblement choquée et indignée. Plusieurs jurés pleuraient lorsque David raconta comment il avait trouvé Emma au sous-sol, et leurs expressions envers Diane Mann allaient du dégoût à une colère à peine contenue. L'avocat de Diane, Harold Douglas, a tenté de présenter les abus comme une discipline excessive plutôt que comme une torture criminelle, mais les preuves étaient accablantes. La chambre au sous-sol, le matériel de contention, les photos d'autres victimes et les vidéos de la cruauté systématique de Diane dressaient un tableau de maltraitance infantile calculé qu'aucun jury ne pouvait ignorer. Les témoignages les plus accablants provenaient d'autres victimes qui avaient enfin trouvé le courage de se manifester. Amanda Ingram a témoigné des abus subis par Diane dans son enfance, décrivant des années de torture que sa riche famille avait étouffées pour éviter le scandale. Diane Mann a détruit mon enfance et m'a traumatisé d'une manière dont je souffre encore 30 ans plus tard. Amanda a déclaré au tribunal qu'elle avait convaincu mes parents que les abus étaient une discipline nécessaire et qu'ils les avaient laissés perdurer, privilégiant leur réputation sociale à mon bien-être. Le schéma de maltraitance était indéniable et le jury a délibéré moins de 3 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Diane Mann a été condamnée à une peine de 25 ans de prison, la condamnant à mort pour ses crimes contre des enfants. Mais la condamnation de Diane n'était que le début du combat de David pour une justice complète. Le procès pénal de Christine pour mise en danger d'enfants et complot était prévu pour le mois suivant, et David avait collaboré avec les procureurs pour garantir une peine sévère et permanente. La stratégie de défense de Christine était prévisible. Elle s'est présentée comme une autre victime des manipulations de sa mère, insistant sur le fait qu'elle ignorait tout du comportement abusif de Diane et que sa liaison avec Clayton Lindsay était distincte des violences infligées à sa fille. Ma cliente a été trompée par sa mère, comme n'importe qui d'autre. L'avocat de Christine, Romance Toute, a plaidé lors des plaidoiries liminaires. Elle avait fait confiance à sa mère pour s'occuper de sa fille, et cette confiance a été trahie. Bien que son infidélité conjugale fût répréhensible, elle ne la rendait pas pénalement responsable des actes indépendants de sa mère. David savait que cette stratégie de défense allait être mise en place, c'est pourquoi il avait passé des mois à rassembler des preuves prouvant que Christine était au courant de son incomplicité dans les abus de Diane. Les enregistrements de Christine et Diane discutant de la discipline d'Emma étaient accablants, mais David avait également découvert des preuves montrant que Christine avait été témoin des abus de Diane sur d'autres enfants et avait choisi de les ignorer. L'enquête d'Eric Bou avait révélé que Christine avait été présente lors de plusieurs incidents où Diane avait abusé d'enfants lors de réunions de famille. D'autres membres de la famille ont témoigné que Christine avait vu Diane traîner des enfants en pleurs dans des pièces isolées et avait entendu leurs cris, mais qu'elle n'était jamais intervenue ni signalée. Christine Finlay n'était pas seulement complice des abus de sa mère sur sa propre fille. Le procureur a soutenu qu'elle était complice d'un ensemble de maltraitances infantiles qui s'étendait sur des décennies. Elle savait de quoi sa mère était capable et elle a délibérément mis sa fille en danger pour faciliter ses propres plans égoïstes. Les preuves de la complicité de Christine étaient accablantes. Les relevés téléphoniques montraient qu'elle se coordonnait avec Diane au sujet de la discipline d'Emma tout en planifiant sa liaison avec Clayton Lindsay. Les dossiers financiers prouvaient que Christine finançait les biens immobiliers de Clayton utilisés pour des maltraitances infantiles, faisant d'elle une participante financière au complot. Le plus accablant était l'enregistrement de Christine rejetant les plaintes précédentes d'Emma concernant le traitement infligé à Diane. Emma avait tenté de raconter à sa mère les souffrances infligées par sa grand-mère, mais Christine avait conseillé à sa fille de cesser d'exagérer et de respecter davantage ses aînés. David a témoigné de ces incidents avec une fureur froide, décrivant comment Christine avait ignoré les appels à la protection de leur fille tout en prévoyant d'utiliser Emma comme moyen de pression dans leur procédure de divorce. Christine savait que sa mère maltraitait notre fille et elle a choisi de l'ignorer, car ces violences servaient ses intérêts. David a déclaré au jury qu'elle souhaitait qu'Emma se montre docile et traumatisée afin de pouvoir prétendre que j'étais un père indigne. Elle a sacrifié le bien-être de notre fille à son propre profit financier. La réaction du jury à l'égard de Christine fut encore plus hostile qu'à l'égard de Diane.
Là où Diane était perçue comme une prédatrice souffrant de troubles mentaux, Christine était perçue comme une mère ayant trahi son devoir le plus fondamental de protéger son enfant. La condamnation de Christine pour tous les chefs d'accusation fut rapide et sans appel. Elle fut condamnée à 15 ans de prison pour mise en danger d'enfants, complot en vue de commettre des abus et fraudes financières en lien avec sa participation aux escroqueries de Clayton. Mais le moment le plus satisfaisant pour David fut lors de la phase de déclaration de la victime, lorsqu'il fut autorisé à s'adresser directement à Christine pour lui exposer les conséquences de sa trahison. « Tu étais la mère d'Emma et tu as choisi de sacrifier sa sécurité pour tes propres désirs égoïstes », dit David d'une voix ferme et froide, fixant son ex-femme du regard. « Tu as comploté avec un pédophile et un criminel violent pour détruire notre famille. Et tu as utilisé notre fille comme arme dans ton complot. Pour cette trahison, il ne pourra jamais y avoir de pardon. » Christine fondit en larmes tandis que David parlait, mais ces larmes ne firent que renforcer le sentiment du jury qu'elle faisait enfin face aux conséquences de ses actes. David n'éprouvait aucune compassion pour sa souffrance. Elle avait fait ses choix et elle allait désormais vivre avec eux jusqu'à la fin de ses jours. La victoire juridique de David fut couronnée de succès lorsque le procès fédéral de Clayton Lindsay aboutit à des condamnations pour racket, mise en danger d'enfants, fraude financière et complot. Clayton fut condamné à 40 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui lui garantissait de ne plus jamais pouvoir faire de mal à des femmes ou à des enfants. En quittant le tribunal après la condamnation de Clayton, David réfléchit à la nature profonde de sa victoire. Diane mourrait en prison. Christine purgerait une peine de 15 ans et deviendrait une agresseuse d'enfants enregistrée, sans aucune perspective de reconstruire sa vie. Et Clayton Lindsay passerait le reste de sa vie en détention fédérale. Mais plus important encore, le réseau de maltraitance d'enfants qui avait terrorisé les familles aisées pendant des décennies avait été démasqué et détruit. Des dizaines de familles étaient poursuivies pénalement, et les survivants recevaient enfin justice et soutien pour leur traumatisme. David avait protégé sa fille, anéanti ses ennemis et démantelé un réseau de corruption qui avait blessé d'innombrables enfants. La victoire était totale, mais David savait que son travail n'était pas terminé. Emma avait encore besoin de la protection et du soutien de son père pour se remettre de son traumatisme. Et David avait appris que le monde était rempli de prédateurs qui s'en prendraient aux innocents si des personnes bienveillantes n'avaient pas le courage de les arrêter. David Finlay avait découvert qu'il était capable d'être bien plus dangereux que quiconque ne l'avait imaginé pour protéger ce qui comptait le plus pour lui. Et il était prêt à utiliser cette capacité chaque fois que nécessaire pour s'assurer qu'Emma ne soit plus jamais confrontée au mal qui avait failli détruire son enfance. Chapitre 8. Le prix de la justice. 2 ans après les procès qui avaient anéanti ses ennemis, David se tenait dans le salon de sa nouvelle maison, regardant Emma jouer avec ses amis dans le jardin à travers les grandes fenêtres qui offraient une vue dégagée sur chaque recoin de leur propriété. La maison était plus petite que leur ancienne maison familiale, mais le programme a été conçu avec la sécurité et la sûreté d'Emma comme priorité. Emma avait fait des progrès remarquables dans son rétablissement, même si le traumatisme des abus resterait gravé dans son histoire. Elle avait maintenant 8 ans, était vive et curieuse, mais avait une conscience de la cruauté des adultes qu'aucun enfant ne devrait posséder. David avait veillé à ce qu'elle reçoive la meilleure thérapie et le meilleur soutien possible, et qu'elle soit entourée de personnes qui comprenaient ses besoins et veillaient à son bien-être. Le docteur Rutherford a continué à travailler régulièrement avec Emma, et sa dernière évaluation a montré qu'Emma développait des mécanismes d'adaptation sains et entretenait des relations appropriées avec d'autres enfants et des adultes de confiance. Emma a surmonté son traumatisme de manière remarquable. Le docteur Rutherford l'a confié à David lors de leur consultation mensuelle. Elle comprend que ce qui lui est arrivé était mal, que ce n'était pas de sa faute et qu'elle est désormais en sécurité. Plus important encore, elle garde une confiance totale en vous, son protecteur. David était fier de la résilience de sa fille, mais il restait également vigilant face aux menaces potentielles pour sa sécurité. La couverture médiatique des procès des réseaux de maltraitance d'enfants avait fait de leur famille une cible pour leur soutien et leurs critiques, et David avait mis en place des mesures de sécurité complètes pour protéger Emma de toute attention indésirable. La maison était équipée de systèmes de sécurité de pointe, et David avait engagé une équipe de spécialistes de la sécurité privée pour surveiller leurs activités quotidiennes. L'école d'Emma avait été informée des menaces potentielles, et seules les personnes préalablement autorisées étaient autorisées à entrer en contact avec elle pendant les heures de cours. La pratique juridique de David avait considérablement évolué depuis les procès. Il était devenu l'un des principaux défenseurs des victimes de maltraitance infantile de l'État,
mettant son expérience et son expertise à profit pour aider d'autres familles à s'y retrouver dans le système judiciaire lorsque leurs enfants étaient victimes de violences. La Fondation Samuel Finlay, nommée en hommage à la mémoire du père de David et à son engagement à protéger les innocents, offrait une représentation juridique et des services de soutien aux familles qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat privé. Mais le travail le plus important de David restait centré sur le rétablissement et le développement continu d'Emma. Il avait restructuré son cabinet pour bénéficier d'une flexibilité maximale dans son emploi du temps, s'assurant d'être présent à chaque moment important de la vie d'Emma. Le rituel de l'après-midi, composé de devoirs et de récréation dans leur jardin, était devenu un symbole de l'enfance normale que David était déterminé à offrir à sa fille. Emma riait avec ses amis, montrant aucun signe du traumatisme qui avait presque détruit sa vie. Et David a ressenti un sentiment d'accomplissement qui était bien plus significatif que toute victoire légale. Le téléphone de David a bourdonné un appel du détective McCall, qui était devenu un proche allié dans les enquêtes en cours liées au réseau de maltraitance des enfants. Les cas de détective avaient abouti à plus de 30 condamnations et avaient exposé la corruption dans plusieurs familles riches dans la région. David, je voulais vous mettre à jour sur le processus d'appel. Le détective McCall a rapporté que l'appel de Diamond a été rejeté par la Cour suprême de l'État. Elle mourra en prison comme elle le mérite. L'appel de Christine est toujours en suspens, mais ses avocats ne sont pas optimistes. David hocha la tête avec satisfaction. Le processus d'appel avait été long et coûteux pour ses ennemis, drainant leurs ressources restantes tout en ne soulageant pas leur condamnation. Diane Mann montrait déjà des signes de baisse de la santé en prison et Christine était devenue un paria parmi les autres détenus en raison de sa condamnation pour abus d'enfant. Et Clayton Lindsay ? Demanda David. Ses appels fédéraux ont été épuisés le mois dernier. 40 ans sans libération conditionnelle et il a eu du mal à la garde fédérale. Le mot est que d'autres détenus n'apprécient pas les abuseurs d'enfants et la réputation de Clayton pour la violence à l'égard des femmes en a fait une cible. David n'a ressenti aucune sympathie pour la souffrance de Clayton en prison. L'homme avait facilité l'abus de dizaines d'enfants et avait conspiré pour voler les actifs de David tout en mettant en danger la vie d'Emma. Quelles que soient les conséquences auxquelles Clayton a été confronté à la garde fédérale a été le résultat naturel de ses propres actions. La conversation a été interrompue par Emma courant dans la maison, son visage brillant avec excitation en jouant avec ses amis. « Papa, Sarah Jessica peut-elle rester pour le dîner ?» demanda Emma. « Nous construisons un fort dans ma chambre et nous n'en avons pas encore terminé. » David a souri à l'enthousiasme de sa fille, reconnaissant pour chaque moment de joie d'enfance normale qu'elle a vécu. « Bien sûr, ma chérie, je vais appeler leurs parents et m'assurer que cela leur convient. » Alors que David a organisé les plans du dîner, il a réfléchi à la façon dont sa vie avait changé depuis la découverte des abus d'Emma. L'homme qui s'était concentré une fois principalement sur la victoire des affaires juridiques et la réussite de la réussite professionnelle avait été transformé en quelqu'un dont l'existence entière tournait autour de la protection et de la nourrice de sa fille. Mais David n'a pas regretté la transformation. Sa carrière juridique est restée réussie, mais elle était désormais axée sur un travail significatif qui a aidé d'autres familles plutôt que de générer des revenus. Sa vie personnelle était plus simple mais plus épanouissante, construite autour des relations et des valeurs qui comptaient vraiment. Plus important encore, David avait appris qu'il était capable de bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé en ce qui concerne la protection des personnes qu'il aimait. La destruction systématique de tout ce qui avait menacé Emma avait exigé de la patience, de la pensée stratégique et de l'impitoyabilité absolue. Mais David n'avait jamais hésité à faire tout ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité de sa fille. Ce soir-là, alors que David a caché Emma au lit après que ses amis soient rentrés chez eux, elle lui a posé une question qui a démontré son traitement continu de son traumatisme. « Papa, pensez-vous que grand-mère Diane est désolée pour ce qu'elle m'a fait ?» David a soigneusement considéré sa réponse, sachant qu'Emma avait besoin d'une honnêteté équilibrée avec des explications appropriées de l'âge. « Je pense que la grand-mère Diane est probablement désolée d'avoir été prise et doit faire face à des conséquences, » a déclaré David. « Mais je ne pense pas qu'elle soit désolée de te faire du mal parce que les gens qui blessent les enfants ne peuvent généralement pas comprendre que ce qu'ils font est mal. » Emma hocha la tête pensivement. « Je suis content qu'elle ne puisse plus blesser les autres enfants. Alors ma chérie, et je veux que vous sachiez que personne ne vous fera plus de mal. Papa vous protégera toujours quoi qu'il arrive. » Emma sourit et étreigna fermement son père. « Je sais, papa. Je n'ai plus peur parce que tu es ici. » Alors que David éteignait les lumières de la chambre d'Emma et s'installa dans sa propre routine du soir, il réfléchit sur la nature complète de sa victoire sur les ennemis qui avaient menacé sa famille.
Diane Mann mourrait en prison. Christine resterait incarcérée pendant plus d'une décennie de plus, et Clayton Lindsay ne serait plus jamais libre de nuire aux femmes ou aux enfants. Mais plus important encore, le réseau de maltraitance des enfants qui opérait dans des familles riches depuis des décennies a été complètement démantelé. Des dizaines d'auteurs étaient confrontés à la justice. Les survivants recevaient un soutien et un traitement, et de nouvelles mesures de protection avaient été mises en œuvre pour prévenir les abus similaires à l'avenir. David avait réalisé tout ce qu'il avait entrepris d'accomplir. Emma était en sécurité. Ses ennemis ont été détruits. Et le système qui n'avait pas protégé les enfants avait été réformé par ses efforts et ceux de ses alliés. Le prix de cette justice avait été la transformation complète de la vie et des priorités de David. Mais il a considéré que c'est un prix à payer. Il avait appris que certaines choses valaient tout sacrifice pour protéger et que certains ennemis méritaient une destruction complète et permanente. Alors que David se préparait à dormir dans sa maison sécurisée avec sa fille.